Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du Cercle Wine Business. Notre conférence du jour est parrainée par GoCarless et elle a pour thème Paiement, 3 petits points, quels enjeux dans un monde en évolution? Pour en débattre comme chaque mois, 4 grands experts, j'ai cité Boris Piquet, Antonio Marchitelli, Samy Selami, Mireille Aymonière. Et on commence par Boris Piquet pour une présentation de cette magnifique société GoCarless. Du coup, donc nous, GoCardless, on est un PSP, un prestataire de services de paiement spécialisé dans les paiements compte à compte via une solution de virement et une autre solution de prélèvement. Et moi, je suis chez GoCardless depuis 8 ans maintenant. C'est une entreprise qui est assez jeune parce qu'elle a 13 ans. Et je suis depuis 8 ans chez GoCardless et je suis Head of Sales sur la partie Emerging Business, donc sur l'Europe, en gros, donc sur une partie du business de l'Europe. De l'Europe, quoi. Alors, on parle un peu des états des lieux. On fait l'état des lieux sur les paiements aujourd'hui, Boris? Oui, complètement. Alors aujourd'hui, bon, ça m'arrange pas mal parce que le sujet de la conférence est le paiement et c'est un sujet que je maîtrise à peu près. Donc je suis assez content d'être là. Et l'objectif de la conférence, en tout cas, c'est de vous donner quelques pistes, quelques solutions sur les différents enjeux qu'il y a au niveau des paiements dans un monde qui est en évolution. Depuis quelques années maintenant, on constate tous des évolutions sur le monde du paiement, que ce soit du paiement physique ou du paiement dématérialisé en ligne. Paiement physique, pour prendre un exemple tout simple, quand on va acheter sa baguette avant, on payait toujours avec nos petites pièces de monnaie. Aujourd'hui, on est capable de payer avec son téléphone, sa carte bancaire. Quand on peut aussi payer en ligne, du coup, nous, notre adhésion au cercle, maintenant, on la paye en ligne. Donc, il y a pas mal d'évolutions. Et ces évolutions, on constate qu'elles sont, en tout cas, c'est le constat qu'on fait chez GoCardless, en tout cas, mais elles sont initiées par 3 types trois raisons ou 3 profils, en tout cas. La première, ce sont les payeurs. Les gens qui payent, ils veulent des évolutions. On veut payer de manière plus moderne maintenant, plus rapide, plus sécurisée, plus fluide. Un exemple tout simple, moi, quand je dois de l'argent à mes amis, je leur fais plus de chèque. Je leur fais soit un virement instantané, soit un Lydia, par exemple. Tu es jeune, tu as 33 ans, toi. Exactement, je suis encore jeune, ouais, on peut dire ça. Mais en tout cas, on a une évolution qu'on veut apporter. Et ce phénomène qu'on constatait déjà avant, il a été accéléré pas mal avec l'épisode Covid qu'on a tous connu il y a quelques années. Les deuxièmes acteurs qui font bouger le monde du paiement, en tout cas, qui l'amènent à évoluer, sont les marchands. J'en vois certains ici, mais les marchands, ils ont plusieurs enjeux. Des enjeux avec leurs clients. Les clients veulent évoluer, veulent changer leur manière de payer, les faire évoluer. Donc les marchands veulent offrir des solutions de paiement qui répondent à ce besoin, mais ils ont aussi des enjeux internes sur leur trésorerie, la visibilité de leur paiement, sur la sécurisation de leur paiement. Et du coup, j'imagine que ces enjeux parlent à un certain nombre d'entre vous, mais on essaye de faire le lien avec les besoins des clients et nos problématiques internes, en tout cas dans les équipes finance notamment. Et pour couronner le tout, on a plein de PSP comme GoCardless qui viennent apporter plein de solutions différentes pour ajouter un peu moins de visibilité, en tout cas, sur ce qui se passe sur le marché. Mais l'idée, c'est d'apporter des solutions innovantes pour apporter encore plus de valeur à ces marchands ou se différencier un peu de la concurrence, quoi. Voilà, bref, le décor est planté. En tant que marchand, c'est pas toujours facile d'avoir une visibilité complète sur l'aspect paiement. Et dans l'une des questions qu'on m'a posées, c'était quelle est la place de GoCardless là-dedans, quel est le rôle d'observateur, en tout cas de GoCardless, dans ce monde des paiements. Alors on est observateur, oui, mais pas que. On est aussi acteur, puisqu'on est un prestataire de services de paiement qui accompagne aujourd'hui un peu plus de 85 000 entreprises à travers le monde, principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Océanie. Et ces clients qu'on accompagne sont de tout type. On va avoir des indépendants, des PME, TPE, des ETI, des startups, des scale-up, des grands groupes. Et depuis 13 ans, on participe activement aux innovations dans le monde du paiement, puisqu'à la base, on s'est lancé sur du prélèvement. Tout le monde connaît le prélèvement, ça existe depuis bien longtemps. Et à l'époque où on s'est lancé, c'était pas quelque chose de très moderne, si je puis dire. Et nous, notre mission première, ça a été de moderniser le prélèvement, le rendre accessible à tout le monde de manière automatisée, dématérialisée. Donc, on peut oublier les mandats papier, les saisies d'IBAN, les exports XML à déposer à la banque, le rapprochement manuel. On a automatisé tout ça en venant se connecter dans les outils de facturation des marchands.
Ça, c'était la première étape. La deuxième, c'est que le prélèvement, c'est un moyen de paiement qui est très fractionné par pays ou par zone géographique. En tout cas, nous, en Europe, on est malin, on a créé la zone SEPA, donc on peut prélever très facilement dans pas mal de pays. Mais si on traverse la Manche, c'est un autre scheme qui s'appelle BACS. Aux États-Unis, ils ont encore leur propre système. Et donc, nous, on a créé un réseau de prélèvements qui regroupe plus d'une trentaine de pays et qui vous permet de prélever aussi facilement en Bourgogne, en Mayenne qu'au Portugal, aux États-Unis, en Australie, sans avoir forcément à gérer de la conversion de devises, une entité légale dans le pays, des taux de change, etc. etc. Donc ça, c'était la première partie qu'on a fait. Moderniser le prélèvement, c'est bien. On a essayé de l'améliorer. On trouve que c'est un peu mieux. Et on est venu y adosser des fonctionnalités assez performantes pour, encore une fois, apporter de la valeur à nos marchands. Et un bon exemple, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Success Plus. On sait tous que le prélèvement, quand on le tente sur un compte bancaire et qu'il n'y a pas d'argent, on a un échec lié à des fonds insuffisants. Et du coup, on a développé un algorithme qui va analyser beaucoup de données. Donc, sur nos 85 000 marchands, on prend quelques paiements quand même tous les jours. Donc, on analyse toutes ces données pour optimiser les représentations après un échec. Donc, quand on a un échec de prélèvement, l'algorithme va être capable de filtrer avec un certain nombre de critères, le pays, le panier moyen, le secteur d'activité, etc., pour représenter un prélèvement échoué à la date à laquelle on a le plus haut taux de succès. Pour prendre un exemple, si Alain est prélevé par 5 ou 6 marchands GoCardless et qu'on sait que le 15 du mois, tu ne payes jamais, eh ben, on ne retentera pas les prélèvements le 15 chez toi, mais on les anticipera un peu pour optimiser le taux de paiement de nos marchands, en tout cas, et continuer de leur apporter de la valeur sur des délais de paiement qui sont raccourcis, une trésor qui est améliorée, etc. Donc voilà, et la quatrième étape qu'on a chez GoCardless, en tout cas pour le moment, c'est qu'on vient adosser au prélèvement d'autres solutions, d'autres moyens de paiement en tout cas, qui vont continuer à apporter de la valeur pour nos marchands. Un exemple qu'on a lancé il y a quelques temps est une solution d'initiation de virement qui va permettre dans la même expérience client à un payeur de lancer un premier paiement par virement instantané, qui a deux gros avantages. Le premier, comme son nom l'indique, c'est qu'il est instantané, donc en langage bancaire, ça veut dire en moins de 24 heures, en gros, on a les fonds sur son compte. Et puisque c'est un virement, il est irrévocable et 100% sécurisé. Et dans le même parcours, on est capable de mettre en place ce paiement, cette initiation de virement, avec un mandat de prélèvement et prélever les prochaines échéances dessus. Donc voilà, en gros. Et une petite actualité, la semaine dernière, on a annoncé l'acquisition d'une entreprise. En Irlande. Exactement, qui va nous permettre de lancer un nouveau produit dans le paiement, mais qui ne sera plus dans la collecte, mais dans l'envoi de fonds dans le sens inverse. Et c'est une fonctionnalité qui est pas mal demandée par nos clients dans le secteur de l'énergie ou de l'assurance. Par exemple, les assureurs prennent des primes d'assurance tous les mois auprès de leurs assurés. Mais quand il y a un dégât des eaux ou un accident de voiture, faut envoyer de l'argent dans l'autre sens. Et donc, on va permettre de boucler la boucle un peu pour les assureurs, si je puis dire, pour renvoyer de l'argent dans l'autre sens. Donc voilà, c'était un peu long. J'ai un dernier exemple pour finir d'illustrer le propos. Un exemple qui est assez parlant avec un grand groupe de la distribution en France, avec qui on a travaillé pour un projet pilote il y a quelques temps. Et en fait, c'est une chaîne de supermarchés en France que tout le monde connaît, qui a lancé un pilote pour faire évoluer son offre. En fait, il y avait pas mal d'enjeux chez les clients pour lutter contre l'inflation, des problématiques de pouvoir d'achat, et chez eux pour optimiser un peu les revenus du groupe. Et c'est une chaîne qui a lancé un abonnement. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà abonnés à leur supermarché. C'était pas très courant parce qu'à l'époque, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours aller au supermarché, faire ses courses, payer par carte, chèque déjeuner ou par téléphone ou par cash potentiellement. Mais maintenant, il est possible de s'abonner pour quelques euros. Vous avez accès à une réduction de 10% sur toutes les marques de distributeurs. Et en gros, la problématique qu'ils avaient, c'était d'offrir cette réduction pour lutter contre les problématiques de pouvoir d'achat, d'inflation qu'avaient leurs clients, qui était une demande forte de leurs clients, tout en sécurisant pour le groupe des revenus complémentaires et en améliorant un petit peu l'expérience client. Et donc, plutôt que de payer son abonnement tous les mois à la caisse de son magasin, il suffisait juste de mettre en place un mandat de prélèvement facilement à la caisse qui est renouvelé automatiquement. Et c'est un projet qui a très bien marché, qui a tellement bien marché qu'il était testé sur une vingtaine de magasins et que maintenant il est lancé au national. Donc voilà, c'est juste un exemple pour montrer qu'en fait le monde des paiements en tout cas est en évolution et qu'on n'est pas forcément obligé d'être une petite boîte agile pour innover. Et ce groupe est un bon exemple d'innovation pour répondre justement aux enjeux de leurs clients et aux enjeux du groupe aussi en interne sur la fonction finance et la génération sécurisation de revenus en tout cas. Voilà. Vous êtes combien de personnes en France dans le groupe? En France, on doit être entre 40 et 50 je pense maintenant, et au global on est entre 8 et 900 répartis dans 5 pays.
En 5 pays. Alors, merci beaucoup, Boris. Antonio quitte italien. Pour qu'une soirée soit réussie, il faut au moins un Italien par soir, c'est le minimum. Un mot sur Coface. Et toi, tu es dans l'entreprise depuis 11 ans et tu as occupé différentes fonctions, hein, à la fois internes et également transverses. Tout à fait. Bonsoir. Donc, tu as dévoilé, je suis italien. J'espérais garder le secret. Oui, ça fait 11 ans que je travaille pour Coface. J'ai rejoint le groupe en 2013. J'étais en charge de la région Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique. Ensuite, en 2017, j'ai été parachuté sur Paris, où j'ai géré la région de l'Europe de l'Ouest. Et depuis 2 ans, je m'occupe d'un département qui s'appelle Specialties, en fait, au niveau monde. Où on gère 3 différentes lignes de business, dont une qui est particulièrement intéressante ce soir parce que c'est le recouvrement de créances. Voilà. Alors, on fait un bilan peut-être de ta vision des choses concernant cette problématique de défaillance. Tout à fait. Alors, peut-être j'avais aussi des slides. Vous savez la Coface, non? La Coface, oui, tu peux peut-être rappeler ce que c'est, parce qu'on a parfois une mauvaise idée, une fausse idée de la Coface plutôt. Coface a été créée par l'État français en 1946. Donc on est une vieille dame moderne qui s'occupe d'assurer en fait le risque d'un pays. Parce que, alors, moi, normalement, je démarre par une question à la salle qui est: c'est quoi la source de financement des entreprises la plus importante? Alors voilà, Allez, quelle est la source de financement la plus importante? Quelqu'un qui répond. Eh ben, ils ne sont pas très bons ce soir-là. C'est quoi? Donc la réponse... C'est quoi? C'est les capitales. En fait, c'est les crédits fournisseurs. By far. By far. Le crédit fournisseur, le jour que vous achetez un bien et que vous le payez à 90 jours, votre fournisseur devient votre banque. Et c'est une banque particulièrement généreuse parce que vous ne payez pas même l'intérêt. Et donc, par contre, le fournisseur, à ce moment-là, prend un risque qui est que vous ne payerez pas au bon moment. Donc, il y a 3 opérateurs au monde. Je ne vais pas citer mes compétiteurs, mais il y en a 3 au monde qui assurent ce risque-là. Donc, pour assurer ce risque-là de n'être pas payé, on est pratiquement obligé à suivre ce qui se passe au niveau de la géopolitique, macro et micro, en termes de tendance de paiement. Donc là, je vais vous raconter un peu notre vision, qui est une vision un peu pessimiste, quelque part. Alors, on est des assureurs, donc nous, on regarde que les risques. On devient addict, hein? Mais quelque part, parce qu'on constate qu'on est en train de passer d'un point d'équilibre macroéconomique qui convenait à tout le monde, qui était un peu le fils de la globalisation, à un nouveau point de macroéconomique dans lequel il y a plus de volatilité et plus de complications. Alors très rapidement, déjà, on va commencer par constater que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la moitié du peuple de la Terre va voter. Il n'y a pas de surprises partout, hein, on l'a vu ce week-end par exemple. Oui. Mais il peut y avoir des surprises. Et donc, notamment, vous savez, les surprises peuvent impacter le commerce. Vous savez que si demain, Trump, par exemple, gagne la Maison-Blanche, probablement, il va remettre en place une politique qu'il a déjà montrée. Donc, c'est une politique d'imposition du commerce international qui a touché, bien sûr, la Chine, mais aussi la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Donc, on va voter, il y a de l'instabilité, et on va voter dans un contexte, vous voyez sur les charts de droite, hein, où, quelque part, il y a un malaise que nous, on essaie d'estimer à travers un indicateur qui s'appelle un index de fragilité politique et sociale, qui en fait mesure 3 choses: si les populations sont bien ou pas, si les populations le savent, et si les populations ont les moyens pour le démontrer. Et donc, en fait, vous voyez qu'à part le moment du pic de fragilité, quelque part, qu'on a vécu tous pendant la Covid,
Quelque part, aujourd'hui, on est au max. Et quel est l'élément, la variable qui plus joue en ce moment sur cette fragilité? C'est l'inflation. Et l'inflation est-elle résolue? Eh bien non. Alors, si on regarde, là vous avez les charts sur les États-Unis et sur la zone euro. Donc en fait, l'inflation est redescendue. Et si vous regardez les index qui sont publiés, qui sont racontés à la télé, etc., vous constatez que effectivement l'inflation a descendu. En Italie, en février, l'inflation est 0,8%. Or, ce n'est pas comme ça qu'on mesure l'inflation. Normalement, on va regarder la core inflation, qui en fait enlève les deux variables les plus volatiles, l'énergie et les biens, disons, agro non travaillés. Et bon, si vous allez sur la core inflation, on constate qu'on reste plutôt élevé encore. Plutôt élevé, et c'est ce que vous constatez quand vous allez faire les courses. Okay? Et c'est la raison pour laquelle il y a une petite idiosyncrasie entre ce qu'on vit et ce qu'on entend à la télé. Bon, bien, pourquoi cela reste comme ça, on ne sait pas encore. C'est très compliqué. Il y a de la stick inflation, et la stick inflation passe de l'industrie au service. Ce qui est pire de tout, c'est que les banques centrales ont déjà fait leur boulot. Vous le voyez, ils ont élevé les taux. Vous savez qu'élever les taux refroidit l'économie, donc justement l'inflation baisse. Au contraire, disons, si on veut la réchauffer, quelque part, cette action a déjà été mise en place, mais encore, on n'y est pas. On n'y est pas et les marges de manœuvre se réduisent. Donc, l'économie souffre. Là, vous avez les PIB, des économies. Donc, vous voyez à gauche, en vert, c'est les économies émergentes et la Chine. Déjà, on constate que c'est relativement plus bas que ce qu'on a pu voir dans les dernières 15 ans. Et la partie en haut, le gris, quelque part, c'est les économies, disons, avancées, les États-Unis, l'Europe. Et on voit que la contribution à la croissance mondiale, estimée pour cette année, est très basse. Et sur la droite, vous voyez, c'est pratiquement l'espérance un peu partout. C'est vrai, les économies émergentes un peu moins, mais c'est vraiment généralisé. Alors, vous avez l'inflation qui reste, donc le coût d'acquisition des matériaux qui est élevé. Les coûts du travail, j'en ai pas parlé, mais on est au pic négatif du chômage quelque part. Aux États-Unis, on est à moins de 3%. C'est même, c'est du jamais vu. Okay? Donc ça veut dire que même, vous avez, l'inflation est en train de toucher aussi le coût de l'homme. Donc les services, on le verra très rapidement, qu'est-ce qu'il produit. Donc tout cela pour vous dire, vous avez l'inflation, vous avez le coût du capital, une croissance qui baisse. Bon, les défaillances, ce n'est pas une surprise, sont en hausse. Alors, sont en hausse, là vous voyez à gauche, France, Allemagne, UK et Pays-Bas. C'est un pourcentage par rapport à 2019. 2019 étant l'année la plus, disons, l'année record hors Covid en termes positifs de défaillance. On n'en avait pas sur les marchés. C'était les moments meilleurs de l'économie. Or, depuis, on voit bien qu'à partir de 2022, ça remonte. Ça remonte et rappelons-nous que pratiquement tous les États ont mis en place des PGE et qu'on est en face d'un moment où les entreprises sont appelées à restituer l'argent. Donc, plus d'inflation, coût du capital qui est plus élevé, coût du financement, et des endettements qui doivent être, au fur et à mesure, restitués. Donc, tout cela, ça s'est traduit dans notre Country Risk Map, qui n'a rien à voir avec le risque souverain. C'est une mesure de la probabilité au niveau pays et secteur et microsecteur. Si vous allez sur notre site, vous pouvez tout télécharger, c'est gratos en plus. Et vous avez une mesure de la probabilité de n'être pas payé. Vous voyez que le vert n'est pas la couleur dominante.
Le verre existe, oui. C'est dans les pays, disons, de l'Amérique du Nord, un peu le Nordiques. L'Europe reste un peu jaune, hein, quelque part, et l'Australie. Donc, tout cela me fait dire, et j'arrête là, qu'on est en face, quelque part, d'un nouveau point d'équilibre macroéconomique, un point inédit qu'on ne connaissait pas, au moins on ne l'a pas vécu les derniers 20 ans, où on a l'inflation plus élevée, elle ne va pas baisser immédiatement. Rappelons-nous aussi que l'exigence aujourd'hui d'argent des États fait que, quelque part, il y aura un besoin massif pour l'énergie, pour le réarmement, pour le soutien de l'État social, ou simplement parce que la globalisation est en train de se réduire et donc les chaînes de valeur sont plus chères. Donc voilà, l'inflation très probablement va rester comme ça. La croissance est en baisse. Le coût du capital est plus élevé. Nous, on voit arriver une volatilité. Et ce nouveau point, c'est ce que nous amènera probablement à quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas encore. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en termes de business, le business a devant soi des risques importants qu'il faut prévoir, maîtriser, contrôler. Merci Antonio pour ces propos optimistes et rassurants. Mais on t'aime quand même, hein. Samy, alors, donc toi tu es directeur financier d'une boîte magnifique, un Carl Zeiss qui communique à fond là. Hein. À fond, oui. Antonio parlait d'une vieille dame, moi c'est encore une plus vieille dame. C'est une société qui va fêter ses 178 ans. Donc la rencontre de Carl Zeiss, fondateur, un ingénieur en optique, avec un ingénieur en physique. Et donc, il décide de fonder cette société qui, aujourd'hui, a beaucoup grandi et beaucoup grandi. J'aimerais bien faire le test parce que j'étais déjà venu il y a quelques années. Quand je parlais de Zeiss, les gens me regardaient avec un air incrédule. Qui a déjà entendu parler de Zeiss pour voir le nombre de mains qui se lèvent? C'est impressionnant. Ah, ça ouais. coûte quelques millions d'euros la com, mais ça marche. Hein. Ah, ouais. Au moins, on a un retour sur investissement, c'est rassurant. Un directeur financier qui dit ça, il est crédible. Donc aujourd'hui, quelques chiffres sur Zeiss, c'est 10 milliards dans le monde, c'est 43 000 personnes, une croissance, désolé, mais il y a encore des secteurs qui arrivent à faire la croissance, 15% l'année dernière de croissance, sur nos différents marchés, on est dans 50 pays. La recette de notre succès, c'est qu'on a en fait une fondation. Et donc aujourd'hui, 15% de notre chiffre d'affaires est réinvesti en R&D. Donc le budget de la R&D l'année dernière, c'est 1,5 milliard et qui nous permet d'avoir comme moteur de croissance innovation. Donc on a 4 grands métiers. Le chiffre d'affaires que vous pouvez voir se décompose en bas. Le premier métier, les semi-conducteurs. On a un client avec lequel on fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est ASML, qui est le fournisseur de toutes les sociétés de microprocesseurs. Donc un client qu'on choisit. Vous le chouchoutez, oui, c'est clair. Il ne faut pas perdre celui-ci. Hein. Et ensuite, donc, les 3 autres métiers, c'est les métiers sur lesquels on est présent en France. Industrie, qualité, recherche, donc c'est microscopie, métrologie. L'optique médicale et consumer market. Donc consumer market, c'est l'optique de vue, les jumelles pour les chasseurs, les jumelles de chasse. Le médical, ça va être tout ce qui peut être passé un certain âge, les implants de cataracte. On a une usine de production à La Rochelle qui permet de faire ça. C'est les opérations dans la chirurgie réfractive, le laser. La dernière fois que Alain m'avait vu, j'avais des lunettes, j'en ai plus. Et tu as rajeuni en plus. Ah ben voilà, merci. Donc c'est un double intérêt. Donc comme je vous disais, une fondation. Donc la fondation Carl Zeiss, on la partage avec Schott aussi, les verres, pour ceux qui ont des plaques vitrocéramiques. Vous avez peut-être déjà vu ce nom, Schott. Donc aussi une belle boîte allemande. En France, on est au niveau groupe le 4e pays.
Derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne, indétrônables tous les trois. Mais on fait quand même 247 millions d'euros l'année dernière. Et on a encore une croissance. Comme vous pouvez voir, l'année dernière, on a cru de 7%. Et la croissance continue. Donc les métiers, je vous en ai parlé. Nos marchés, on adresse la France, la Suisse, pas toute la Suisse, hein, la Suisse francophone, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Et puis les clients, comme vous pouvez voir, c'est très hétéroclite. Et donc quand on va parler des risques, j'ai pas du tout les mêmes risques en fonction de mes clients. Comme vous pouvez voir, des centres de recherche, des grandes écoles, et puis on a des PME, des centrales d'achat, donc très très hétéroclite en termes de clients. Et comme je vous disais, des risques très différents. Quand il s'agit de faire appel, quand j'ai des clients publics, je sais que je serai payé. Mais la question, c'est plutôt quand. Quand j'ai des grands groupes et des ETI, c'est plus le process de validation. Ils se sont tous mis avec des ERP. Donc, qui dit ERP dit il faut que monsieur ou madame appuie sur le bon bouton pour que le paiement soit déclenché. Et PME libérale, bon, là, on a plus de délais et d'impayés. Mais le facteur numéro 1 aujourd'hui dans les délais de paiement, c'est la contestation d'acceptation. Donc, on se bat pour avoir des PV de réception qui déclenchent nos paiements. Qu'est-ce qu'on voit comme changement aujourd'hui ? On voit que certaines entreprises organisent leur insolvabilité. On travaille pas mal avec l'automobile. L'automobile, c'est 8 à 10 jalons pour pouvoir se faire payer. Tant que la chaîne n'a pas été livrée par l'ensemble des sous-traitants, pas de paiement. Donc, tant que tous ces jalons ne sont pas effectués, le client n'est pas en retard, il considère que la créance n'est pas due. Et c'est malheureux, mais on voit ce phénomène apparaître dans le secteur public, où on a de plus en plus de jalons de validation. Donc c'est quelque part un contournement de la LME, parce que finalement, nous, on livre, mais on n'est pas payé. Et puis, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On est très, très créatif pour trouver des nouvelles étapes pour pouvoir différer le paiement. Tu as un délai moyen de paiement de combien pour ça ? On est aux alentours de 120 jours. 120 jours. Ouais, avec. Ah oui, il faut quand même une bonne rentabilité pour supporter tout ça. Hein. Donc c'est assez tendu. Donc Chorus Pro, quand on s'était vu, on avait mis en place la dématérialisation sur Chorus Pro. On espérait que ça allait améliorer les délais de paiement. Aujourd'hui, c'est pas très probant, malheureusement. On voit aussi que les process d'achat chez nos clients sont de plus en plus structurés. Parfois, on appelle des clients, ils nous disent « Ah bah oui, j'attendais que vous nous appeliez pour vous payer. » Ça serait presque drôle. Il faut créer le prix de la mauvaise foi, non ? Parce qu'il y a quelques spécimens qui pourraient le gagner. Hein. C'est exactement ça. Donc, on a aussi des risques qui sont liés à la cybersécurité. Donc, on a eu la chance de passer à travers, mais on sent que de plus en plus, on a des clients qui ont de bons réflexes. Nous, on fait très attention à ça parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où des clients recevaient des demandes d'aller payer sur des comptes un peu exotiques. Et donc, il faut faire très attention parce que quand on est en relation avec le client, si le client est lésé, de toute façon, on sera deux à porter la faute parce que le client, il verra qu'il a eu une mauvaise expérience avec Zeiss et pas simplement parce qu'il s'est fait pirater son système d'information. On a aussi des changements de financement. Donc le client qui nous dit j'achète en fonds propres et puis après il dit finalement j'ai un financement et puis j'ai pas obtenu mon financement. Donc ça fait partie des choses qui font que les délais se rallongent. Qu'est-ce qu'on a mis en place nous pour essayer de contrer ces nouvelles tendances ? Demander de plus en plus d'acompte à la commande. Ça permet de sécuriser des ventes lorsqu'il y a des périodes. La période Covid nous a montré que beaucoup de clients sont venus nous voir. J'annule la commande. Alors on leur a dit maintenant vous avez versé un acompte. Donc soit on garde l'acompte, soit vous annulez la commande. Donc bon, on va reporter la livraison. Donc ça fonctionne. La dématérialisation des factures et des moyens de paiement, ça permet d'éviter quand même le coup de ça doit être dans le courrier ou je vous mets le chèque à la poste la semaine prochaine.
où j'ai jamais reçu la facture. Donc là, l'avantage, quand même, c'est la dématérialisation permet quand même de contrer cette mauvaise foi. Les protocoles de réception technique, parce qu'on a, nous, dans notre population, dans nos clients, on a des chercheurs. Pour eux, c'est la précision nanométrique qui l'emporte sur les kilos-euros. Donc, on essaye de ne pas faire des réceptions techniques où ils testent des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Ou bien on encadre le nombre de participants. Alors, je ne peux pas faire la réception parce qu'il nous manque monsieur ou madame et elle ne sera pas là avant 6 semaines. C'est drôle, mais c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Donc, on intègre les délais de paiement dans les initiatives d'une population élargie, parce que auparavant, c'était que les managers qui avaient ça. Maintenant, on a élargi pour que tout le monde se sente concerné. Comme je vous disais, on fait de l'export. Donc, c'est pas la même chose d'aller relancer Rolex ou Patek Philippe ou le ministère de la Recherche au Bénin. Donc le crédit documentaire, il nous permet vraiment de sécuriser des flux où on n'a plus du tout de moyens. Une fois que l'équipement a quitté le sol français, on ne peut rien faire. Donc soit on a un crédit documentaire, soit on demande un paiement minimum à 90% avant l'expédition. Vérification du risque, comme je vous disais par rapport aux fraudes, donc le facteur humain toujours. On peut avoir tous les systèmes, rien ne remplacera l'œil de quelqu'un qui réagira. On a mis en place des solutions. Alors, c'est pas encore Gocard de l'Est. Bientôt, mais ça viendra peut-être. Demain matin. Mais non, c'est une autre solution où en fait on envoie des QR codes avec nos factures pour que les clients puissent payer avec leur carte de crédit. C'est là où on voit qu'en fait, il y a certains clients, pour pouvoir faire des points sur leur carte American Express, ça peut les intéresser. L'homme, parfois, est petit. Eh oui. Eh oui. On utilise les licences temporaires aussi pour pouvoir bloquer les systèmes quand ils ne sont pas payés. Donc, le chercheur qui nous dit « ouais, nano », bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de nano. Donc là, il se met effectivement à dire « bon, allez, je vais débloquer ». Et puis, la session de créance, on avait mis ça en place, mais comme le coût du crédit se renchérit, c'est une solution qui est plus aujourd'hui très intéressante. Ben c'est bien ça. Mireille, le meilleur pour la fin, en tout cas, avant les questions. Si. Alors TF1, donc c'est une chaîne qu'on connaît, mais pas que, Mireille. Hein. Pas que, mais déjà, je vais déjà quand même présenter quand même TF1. Je pense qu'elle est connue. Hein, c'est quand même un grand groupe média. C'est le premier média en France, ça je peux le dire. C'est des chaînes en clair, donc TF1, ça va être TFX, LCI, aussi des chaînes thématiques, donc chaînes payantes. C'est aussi une plateforme pour la jeunesse. Je présente TF1. Ah ben on y va, on est parti là. Oui. Il y a aussi toute la partie musique, la scène musicale. Et aussi, on a racheté il y a 2 ou 3 ans, c'est Newen, qui est une société de production, donc qui est connue pour toutes ces séries, que ce soit Ici tout commence, Demain nous appartient. Donc c'est un peu plus, c'est beaucoup moins sérieux que ce soit pour Samy ou pour j'ai oublié ton prénom. Boris. Boris, voilà. Enfin, Boris, 33 ans, il peut s'éclater quand même. Hein, Mais donc voilà. Donc non, ce n'est pas que, parce qu'on a aussi nos problématiques de paiement. Et en fait, nous, chez TF1, et moi, je suis à TF1 depuis 23 ans, je suis sur la partie, la direction financière, et surtout sur la partie trésorerie et paiement. Et donc les paiements, pour nous, c'est aussi très important. Et l'idée, en fait, justement par rapport au thème qui est proposé ce soir, c'est quels enjeux ? C'est surtout sécuriser nos paiements. Parce qu'aujourd'hui, qui dit, est-ce que lorsqu'on paye un fournisseur, est-ce qu'on paye sur le bon compte ? Est-ce que l'IBAN qu'on nous a donné est conforme à à la société à laquelle on doit payer ? Et donc ça, c'est vraiment c'est vraiment aujourd'hui un sujet qui est vraiment très important. Donc l'idée, c'est... alors, je suis désolée.
Je cherche un petit peu mes mots. En fait, l'idée, c'est de sécuriser nos paiements. Et comment? C'est-à-dire payer nos fournisseurs rapidement par des moyens sécurisés et aussi de mettre en place des solutions Qu'est-ce que vous avez comme délai moyen de règlement des fournisseurs? Alors nous, par rapport à Samy, nous, c'est plutôt 60 jours. Et même, on essaye en train de réduire. Ah bah c'est bien. Bah oui, parce qu'on a un service, en fait, à TF1, on a mis en place un service qui travaille justement sur les délais de paiement et on fait un travail régulier. Et c'est plutôt positif. Et sur la partie cash, on a aussi un suivi régulier. Mais ça, c'est pas ma partie. Mais sur les délais de paiement, oui, c'est plutôt intéressant. Et sur les parties clients aussi, on est plutôt les délais sont plutôt corrects. Donc, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Donc, en fait, c'est ce qui nous... aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est pour sécuriser, en fait, nos paiements, que faire? C'est déjà peut-être, éduquer nos collaborateurs, c'est-à-dire être beaucoup plus vigilants, c'est-à-dire lorsqu'on a des informations, de vérifier, et restreindre aussi les accès aux personnes, que tout le monde n'ait pas accès à ça, c'est quand même important, ça a l'air de rien, ça paraît pas grand-chose, mais ça l'est. Aussi protéger nos informations bancaires. Et donc, l'idée, c'est de vérifier donc l'identité du fournisseur et comment. Peut-être par le biais en fait de sociétés qui peuvent nous aider. Ce sont des plateformes collaboratives, c'est-à-dire que on leur donne en fait, on leur demande de vérifier l'IBAN qui nous est fourni. Donc ça peut être le cas. Aussi, dans le cas de peut-être de diversifier nos paiements. Et c'était l'idée en fait qu'a fait TF1, c'est de s'associer avec GoCardless, il n'y a pas très longtemps, depuis mai 2023. C'était dans le cadre d'un projet pour les collaborateurs de TF1 et l'idée, c'est-à-dire que nous, on souhaitait avoir une solution facile et donc ne pas avoir à demander des informations auprès de nos collaborateurs. Et GoCardless, en fait, nous facilite la vie. Et je fais un peu de pub pour GoCardless parce que c'est vraiment le cas. On est très satisfait pourquoi? Parce que c'est une société en fait qui est reconnue. Et qui nous donc permet d'être rassurés sur les paiements, en tout cas sur les prélèvements. On est sûr que GoCardless a fait le nécessaire en amont. Donc on optimise les paiements, on a des gains de temps, on élimine des retards et surtout on améliore des flux de trésorerie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Samy, tu peux noter tout ça, hein, Samy. Oui. Ah non, mais c'est... J'ai pris note. Et les risques cyber, tout ça, tu les connais un peu sur TF1 ou pas trop? Les risques cyber, non. Aujourd'hui, on n'en a jamais eu. D'accord. Donc on est plutôt, on va dire, sécurisé. Alors après, on a un service qui travaille dans ce sens-là pour pouvoir nous protéger le plus possible. Mais au niveau des paiements, on n'a jamais eu de problème. Après, le seul souci, en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, le seul souci lorsqu'on fait appel à des plateformes, des fintech, certaines, je parle pas de GoCardless, mais d'autres, il y a certaines limites parce qu'effectivement, ils vont, elles doivent se conformer à des réglementations, mais si au cas on a un non-paiement, c'est-à-dire qu'on a versé de l'argent sur un compte qui ne correspond pas à nos fournisseurs, la problématique, c'est de pouvoir récupérer l'argent. Et là, on ne récupère pas, en fait, le risque, c'est qu'on ne récupérera pas l'argent. Donc, aujourd'hui, on est dans une réflexion, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver auprès d'une banque les mêmes prestations Pourquoi? Parce que la banque, elle va vérifier si les références, si les coordonnées bancaires sont bien conformes. Et là, pour nous, ce serait une garantie en cas de non-paiement ou en tout cas de l'argent versé sur un compte qui ne correspondrait pas. Donc là, aujourd'hui, en fait, c'est plus cette idée-là. C'est-à-dire de faire appel peut-être à des sociétés pour nous garantir que les informations bancaires que l'on a aujourd'hui sont fiables. Là, c'est plus dans un... En fait, moi, j'explique quelque chose de beaucoup plus concret sur le terrain. Bien sûr, ton quotidien, quoi. Exactement. Ouais. Parce qu'effectivement, sur le point de vue mondial, il y a des impacts, mais moi, c'est sur le quotidien et c'est vraiment... Nous, on doit être très vigilants sur les informations que l'on nous donne. Après, on nous dit que aujourd'hui, les virements, c'est un moyen de paiement sécurisé, oui, mais il y a certaines limites et on doit se donner les moyens de pouvoir se protéger de ça, en fait. Les chèques, c'est fini aussi? Non, c'est pas fini. Mais Alors nous, en fait, on est dépendant aussi d'un grand groupe qui est Bouygues.
donc, qui est notre actionnaire principal. Et on n'est pas toujours libre de choisir le moyen de paiement. Et aujourd'hui, Bouygues est encore très attaché à la lettre chèque. Et même, des fois, nous parle encore du bord qui, pour moi, est très archaïque et très ancien. Les paiements du cash, d'ailleurs, le cash, ça va continuer, Antonio, toi qui es un observateur aussi mondial, ça va disparaître ou il y aura toujours, alors je ne dis pas ça parce que tu es italien, mais ça va continuer le cash ou pas? C'était pas prévu comme question. Bon, c'est évident qu'après Covid, on a constaté un changement massif des comportements vers des consommateurs, vers des moyens justement plus technologiques. Or, je vous assure, moi j'ai fait business, j'ai géré des entités dans plus de 50 pays, 3 continents. Et j'ai du mal à penser que dans certains de ces pays, le cash va disparaître à court terme. Dans d'autres, évidemment, vous pensez, aujourd'hui, je vous amène un petit retour d'expérience. Si vous passez à Milan et vous voulez payer un café avec une carte de crédit, alors à Paris, c'est tout à fait normal. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible à Milan. Là, maintenant, c'est par loi. Donc, je pense que ça va disparaître. Mais si vous faites du commerce international, et notamment dans certains pays, certains ont été même cités, je pense que le cash va rester une réalité. Samy, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas concerné directement, mais quel est ton avis? Nous, on a arrêté tous les paiements en cash, enfin, de toute façon, depuis quelques années. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a certains pays qui sont encore avec des paiements en cash autorisés, en Allemagne notamment, qui sont beaucoup plus élevés. C'est étonnant qu'on n'ait pas du tout d'harmonisation de ce côté-là. Moi, je pense que le cash. Après, nous, c'est pareil. On est sur l'Afrique subsaharienne, mais on n'utilise pas du tout de cash, même si parfois on nous le suggère. Et non, je pense que, comme dit Antonio, ça va être amené à disparaître. Après, peut-être certains marchés resteront, mais... Spécifique, quoi. Mireille, le cash? GTF1, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de cash, non. quoi. Non, du tout. Ouais. Et Boris, tu as un avis sur le cash? Parce que tu n'aimes pas trop côté du cash, toi. Hein, ça t'arrange pas? Non, ça nous arrange pas trop, mais... Mais ouais, non, on n'a pas spécialement d'avis sur le cash, parce qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, donc c'est pas trop une concurrence, on n'est pas trop amené à le remplacer en tout cas. Sur l'aspect purement prélèvement transactionnel, on est concurrent des banques, puisqu'on fait les transactions pour nos clients à la place des banques. En revanche, on ne remplacera jamais une banque entièrement. Les banques offrent beaucoup plus de services que GoCardless, et tous nos clients ont des banques. On travaille avec certaines banques aussi. Donc, je dirais que ça dépend des parties de business. Sur le prélèvement pur, je dirais concurrent. Le reste, on est confrères, je dirais peut-être. Sur notre partie de business, on n'a pas la prétention d'offrir autant de services que les banques et d'être aussi complet qu'une banque. Loin de là. Mireille, tu confirmes, toi qui es cliente de GoCardless et cliente satisfaite, il y a 2 champs, on va dire, de services différents? Quand on a le choix de GoCardless, pour nous, c'est déjà parce qu'on a vu c'était une société certifiée. Et pour nous, c'était un gain c'était un gage de sécurité. Et donc on s'est dit, donc le fait de passer par GoCardless, de faire des prélèvements, il y avait, on revient à parler de la sécurisation des paiements, on était sûr. Par contre, effectivement, sur les autres offres, c'est vrai que nous, on passe toujours par notre banque. Mais en tout cas, sur les prélèvements, oui, on a vraiment on a une garantie de paiement et on est sécurisé là-dessus. C'était notre choix, enfin, en tout cas. Antonio, les banques, tu les vois évoluer comment, d'ailleurs, dans les années à venir? Les banques, ça va évoluer comment? Est-ce que tu as un avis sur l'évolution? En fait, moi je pense que les banques, comme les assureurs d'ailleurs, sont en train de se poser la question qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'on a bien vu que l'ubérisation touche des secteurs
avec des idées qui sortent d'un garage avec 3 gars un peu geeks qui ont une bonne idée. Genre 33 ans et pas trop de cheveux, si c'est beaucoup de cheveux. Ouais. Et qui sortent une idée magnifique et qui va révolutionner ton secteur. Donc nous, les assureurs et les banques, je pense, on est en révision permanente de ce qui se passe. On regarde justement des nouveaux opérateurs qui amènent des belles idées, de la techno, une nouvelle façon de penser à l'expérience client. Une nouvelle façon de résoudre des problématiques qui existent dans l'industrie. Et on les regarde avec attention. Et je pense que, en fait, pour tout dire, il y aura des opérateurs qui prendront du retard simplement parce qu'ils n'auront pas détecté les bons trends et ils le payeront. Je pense qu'en fait, il y a vraiment une vraie politique, enfin en tout cas de communication à l'ensemble des collaborateurs, de l'importance d'être vigilant sur les informations, surtout sur la partie finance, enfin en tout cas dans notre direction finance, d'être vigilant et de ne pas prendre l'information qu'on nous donne telle qu'elle. Aujourd'hui, il y a une vraie politique, enfin je pense qu'il y a une vraie communication dans ce sens-là. Maintenant, ça prend un peu de temps et je pense pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas une révolution majeure. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Samy, un commentaire? Moi, je peux commenter. C'est vrai que nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment des contrôles systématiques dès qu'on a des demandes de changement de RIB. Et on rappelle les clients pour vérifier. On a eu des expériences où en fait on est en relation avec un client et tout d'un coup le client reçoit un mail de son commercial @zeiss.com et en fait c'est une personne qui s'est introduite chez le client et qui derrière demande d'être payé sur différents RIB. Donc c'est un enjeu, je pense que c'est vraiment un enjeu avec la dématérialisation. Il n'y a rien de plus facile que de pirater un fichier PDF et de rajouter un mauvais RIB. Donc on en a beaucoup. On a, Dieu merci, pas eu de cas aujourd'hui où on a eu à déplorer, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Et de ce côté-là, nous, la sécurité chez Zeiss, c'est très très important. Donc la sécurité informatique, c'est très 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 difficile de pénétrer. Donc, mais le risque, il est chez les tiers en fait. Et donc c'est sensibiliser nos tiers au risque qu'il peut y avoir. Je pense que les entreprises commencent à y être sensibles, mais je pense qu'on a encore du retard. Et moi, je sais que ça fait partie de mes sujets prioritaires de renforcer la sécurité. J'ai notamment bloqué tous les paiements sur des zones exotiques. On ne peut pas faire de paiement sur des zones qui ne soient pas les zones sur lesquelles on opère, pour éviter que dans la masse de données, il puisse y avoir des... Parce que pour l'instant, la plupart du hacking se fait sur des comptes à l'étranger. Ouais. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Mireille, après Antonio. Enfin, je suis complètement d'accord avec Samy. Nous, c'est le cas aussi. Alors, je ne l'ai peut-être pas non plus précisé, mais tout ce qui est effectivement ce qu'on appelle les comptes exotiques, en tout cas, ou dans les pays type exotique. Nous, ce sont des comptes qui ont été Quel pays, par exemple? Quel pays? Il y a la Russie, ça c'est sûr, parce que nous, on avait des liens avec la Russie, on avait un bureau là-bas. Donc ça, c'est des comptes sur lesquels on peut plus faire de paiement. Tous les états de guerre, hein. Là, aujourd'hui, on a Israël, toute la partie Gaza, parce qu'on a quand même des journalistes sur le terrain qui doivent faire leur travail, qui nous demandent, qui travaillent avec des gens avec effectivement ce qu'on appelle des fixeurs, des gens qui sont sur place pour les aider, qui demandent à être payés. Et nous, c'est la vraie problématique. On n'arrive pas à faire de virement. Et puis, de toute façon, on s'interdit de faire ces paiements sur ce type de pays. Ça, par contre, ce sont des comptes qui ont été complètement clôturés. Et je suis je suis d'accord aussi avec Samy. Lorsqu'un fournisseur nous fournit un nouveau RIB, ou en tout cas plusieurs RIB, là aujourd'hui, notre contrôle, c'est de vérifier systématiquement est-ce que il y a une véracité, c'est ce que je disais. On fait vraiment un contrôle. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de vérifier que le coordonnées bancaire, c'est-à-dire l'IBAN, l'IBAN et le RIB sont associés. C'est la même personne, c'est la même société. Et il faut vraiment un contrôle vraiment pointu. Ça, aujourd'hui, c'est notre rôle. C'est vraiment là-dessus
on axe vraiment notre travail là-dessus. Antonio? Peut-être une petite contribution avec ma casquette de conseiller du commerce extérieur de la France. Je participe régulièrement aux réunions avec les préfectures pour traiter de la sécurité et de la protection des intérêts économiques de la France. Et alors, les grands groupes, justement, comme Zeiss, comme TF1, sont bien équipés pour faire face à cette menace. Mais il y a plein de petites entreprises qui ne le sont pas du tout. Alors, juste pour donner une information qui est publique quelque part, mais une banque a quelques dizaines de milliers d'attaques par jour, ok? Dont aussi des attaques de ce type-là. Ce sont de toutes typologies. Une PME, probablement beaucoup moins. Mais il y a une forte probabilité qu'elle ne soit pas forcément consciente de tous les canaux d'entrée de ce genre de risques. Donc, petite information, les préfectures sont là pour vous aider. Il y a des cours de formation, par exemple. Il y a des experts qui viennent, ça ne coûte rien, en fait, viennent vous faire un petit audit, ils vous aident à vous vérifier les vulnérabilités, etc. Et ne pas maîtriser et gérer ces risques peut coûter très, très cher. Je vous rappelle, en plus, qu'il y a des études qui montrent que une défaillance, une faillite, un dépôt de bilan sur 4, en fait, est lié à un impayé, un risque de ce type-là. Okay, donc, c'est important de bien s'équiper. Boris, un commentaire? Alors, nous, la sécurité, en interne, en tout cas, c'est un énorme sujet parce qu'on collecte de la donnée ultra sensible avec les IBAN, les adresses, etc., des clients de nos clients. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper important. Et après, c'est un sujet qui est aussi important, comme Mireille le disait tout à l'heure. Alors, nous, on fait de la collecte pour nos clients. Donc, eux vont collecter sur des comptes bancaires. Et on a développé des outils pour s'assurer que l'IBAN correspond bien à la bonne personne, à la bonne entreprise, qui font un flux de redirection vers la banque pour bien valider toutes ces informations-là et limiter le risque de fraude qu'on peut avoir sur de la mise en place de mandats en tout cas. En gros, nous, notre valeur ajoutée, c'est de venir s'intégrer dans vos outils, dans votre outil de facturation. Donc, à partir du moment où on a un mandat qui est mis en place, vous émettez votre facture, ça déclenche automatiquement le prélèvement et nous, automatiquement, on vient dans votre système vous dire si la facture a été payée, si elle n'a pas été payée. Si elle n'a pas été payée, on va vous expliquer exactement pourquoi. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a des outils qui permettent d'aller automatiquement représenter les prélèvements qui sont échoués. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de gros soucis de lettrage puisqu'on vous remonte toutes les infos en se connectant directement dans vos outils à vous en interne. C'est adapté au paiement récurrent. Sur les gros montants dont vous parliez, le prélèvement ne sera pas forcément la meilleure solution si on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros ou quelques millions. Mais sur les prélèvements sur les paiements récurrents, on peut les passer en prélèvement, se connecter chez vous pour simplifier et automatiser une grande partie de ces sujets. Samy, tu comprends les inquiétudes, en tout cas le constat d'Emmanuel? Oui, alors je pense que c'est un sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, alors, pour nos clients, ils ont quand même modernisé leur processus d'achat. Donc, c'est rare qu'on ait des paiements sans aucune référence. Et à partir du moment où on a des références, le lettrage se passe bien. Donc, c'est de moins en moins. Mais effectivement, on a encore toujours des clients qui sont encore avec des paiements manuels, avec des références qui sont manquantes. Mais c'est un sujet qui, pour moi, est de moins en moins important. On tend vers une totale résolution. Antonio, qu'est-ce que tu en penses de ces problématiques de... T'as pas trop un Italien qui n'a pas un avis sur tout, c'est incroyable. C'est très bien. Il est français maintenant, Antonio. Dans les enjeux, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux enjeux principaux. Le premier qui est de répondre à la demande des clients qui veulent de l'évolution sur leurs moyens de paiement. Et c'est Samy qui en parlait tout à l'heure dans les changements de financement et les demandes des clients qui veulent payer différemment maintenant et il faut s'adapter. Mireille aussi, tu en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Mais cet enjeu, il est forcément lié à des problématiques internes pour les entreprises. Et j'ai entendu le mot plusieurs fois sur les délais de paiement. C'est important d'offrir des moyens de paiement
que les clients demandent, mais les délais de paiement sont importants pour toutes les entreprises, sur la sécurité aussi. Et c'est un peu les problématiques qu'il y a aujourd'hui de comment allier, répondre aux demandes des clients tout en garantissant les fonds en interne, les paiements et la sécurité financière de l'entreprise.